Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce forum Sport et Développement durable. C'est la Fédération française de badminton, la Ligue PACA et le club Volant des Sept Rivières, en association avec le comité départemental olympique et sportif de Vaucluse, qui vous propose ce forum dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. Cette année, nous avons décidé de parler du sport à l'heure du changement climatique. Et vous verrez que nous avons un très beau plateau ce soir. Bien sûr, vous pourrez poser toutes vos questions et allez-y, n'hésitez pas sur le forum de Bisport. Comment nous allons décliner ce thème du sport à l'heure du changement climatique? Trois questions vont être débattues. Impact de ce changement climatique sur les sportifs, les athlètes de haut niveau, mais aussi bien sûr les pratiquants, les amateurs, le loisir. Comment les pratiques vont-elles évoluer? Dans un second temps, nous aborderons l'impact du changement climatique sur les événements sportifs, des Jeux olympiques aux compétitions locales, quelles adaptations sont nécessaires. Et nous finirons par l'impact du changement climatique sur les politiques sportives, quelles solutions partager entre les différents acteurs du sport pour accompagner les dirigeants et les sportifs. Et tout de suite, je laisse la parole à Laurent Garnier, qui est chargé de développement à la Ligue PACA de badminton et qui est à l'initiative de ce forum depuis 3 ans. Bonjour à tous, bonjour Julia, bonjour à tous les intervenants. Merci beaucoup de participer. Donc, c'est la troisième édition de ce forum. On est très heureux cette année de le faire puisqu'on ne comptait pas vraiment y arriver à cause du confinement. On aurait dû faire ça au mois de juin et finalement, on a enfin réussi à faire quelque chose et on le fait en visio. On est très heureux de pouvoir le faire. Pourquoi ce thème Pourquoi ce thème Tout simplement parce que c'est quand même quelque chose qui nous touche à tous, le changement climatique, et puis qui touche pas seulement, comme l'a dit Julia juste avant, mais pas seulement les sportifs de haut niveau, pas seulement le sport dans sa vision olympique, etc., mais même jusqu'aux plus amateurs et dans la vie de tous les jours. Et on voulait essayer de faire ce parallèle aujourd'hui. Tout simplement, c'est parti peut-être d'une petite anecdote un petit peu personnelle. Je travaille à la fédération de badminton, à la ligue de badminton, et donc, je pratique aussi. Et tout simplement, l'année dernière, au mois de novembre, il y a eu des grosses inondations, des grosses intempéries dans ma ville. Et pendant plusieurs mois qui ont suivi ces intempéries, en fait, il y a des gens qui ont dû être relogés dans le gymnase, en fait. Et donc, nous priver de sport, nous priver de compétition. Et finalement, on se rend bien compte qu'on a été tous impactés par le changement climatique, parce que c'est à cause du changement climatique, c'est à cause de ces épisodes très importants d'intempéries que des gens ont été privés de sport euh, et, euh, et aussi de compétition. On a eu aussi pas mal de soucis, notamment on est en PACA, hein, donc on a eu des soucis de canicule il y a quelques années aussi sur l'annulation de diverses compétitions à cause de canicule. Et puis, aujourd'hui, c'est pas vraiment fait exprès, mais aujourd'hui, l'alerte rouge dans les Alpes-Maritimes, alerte rouge intempérie dans les Alpes-Maritimes, fait que tous les gymnases, aussi les écoles, bien sûr, sont fermés. Euh, on va passer aussi sur l'épisode du Covid, mais voilà, ça impacte le changement climatique impacte tous les sportifs et toutes les pratiques. Et l'idée, c'était un petit peu de pouvoir relier euh, ce débat avec les experts qu'on a aujourd'hui. Donc, voilà. Je remercie beaucoup Julia, je remercie Bisport de nous permettre de faire ce live et puis tous les gens qui nous regardent de pouvoir intervenir sur le chat de Bisport. Voilà, je laisse la parole à Julia pour la suite de ce programme. Merci à tous. Retour sur le forum. Je vous parlais d'un plateau pour traiter ce sport à l'heure du changement climatique.
Dans un instant, nous pourrons entendre Amandine Singla. Elle est responsable mission sport et développement durable au ministère des Sports. Merci Amandine d'être avec nous. Nous avons également avec nous Sarah Rousseau. Elle est responsable d'un programme qui s'appelle Point d'appui au numérique associatif chez Hello Asso. En notre compagnie sur ce plateau également Johan Penel. Il est responsable de commission développement durable et citoyenneté à la Fédération française de badminton. Nous avons également Sébastien Rioux, qui est vice-président en charge des activités pleine nature et développement durable et des nouvelles activités au comité départemental olympique et sportif de Vaucluse. Ai-je cité et puis, bien sûr, Maël Besson. Alors, Maël Besson, il est chargé de projets et études sport chez WWF France. Merci à tous les 5 d'être avec nous. Tout de suite, on va entendre Roland Davot. Alors, Roland, il devait être avec nous. Roland est président du comité olympique et sportif de Vaucluse. Il nous a enregistré une vidéo en guise d'introduction. On l'écoute tout de suite. Roland Davot, vous êtes président du comité départemental olympique et sportif de Vaucluse. Cette année, vous co-organisez le 3e forum sport et développement durable, dont le thème est le sport à l'heure du changement climatique. Pourquoi co-organiser et pourquoi ce thème ? Tout simplement, c'est que nous souhaitions que les territoires soient aussi source de propositions. On a tout un tas de dispositifs qui nous arrivent du national, mais il nous paraissait aussi normal que l'ingéniosité, la réflexion pouvait aussi venir des territoires et que s'associer à la fédération de badminton, à des acteurs comme le WWF, voilà, notre volonté, c'est de proposer des solutions et d'essayer d'emmener le mouvement sportif des territoires et aussi des grands événements à venir. Pédagogie avec un label comme Le Sport s'engage. Quels sont aujourd'hui les premiers résultats par rapport à un label comme celui-ci ? Notre volonté, c'est de ne pas culpabiliser les dirigeants de clubs. Ils sont parfois submergés de demandes techniques, de leur fédération, tout un tas de sujets, et que pour réussir ce rendez-vous qui nous paraît incontournable, il ne faut pas les culpabiliser, mais les accompagner et dire que les changements, c'est notre responsabilité de changer aujourd'hui, on doit s'en rendre compte, mais aussi de pouvoir les accompagner sur parfois des choses relativement simples. Et aussi de leur proposer des outils pour s'évaluer et aussi montrer leur progression. C'est important, quand on est dans le sport, de voir qu'on progresse. C'est vrai, vous l'avez dit, certains dirigeants de clubs bénévoles croulent sous le réglementaire, le sanitaire aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui, c'est monté en conscience qu'il y aura des changements de pratiques, que des adaptations sont nécessaires, que des solutions peuvent être co-construites. Qu'en pensez-vous, Roland Davot ? C'est exactement ça, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience. On se rend compte qu'on fasse un sport de salle ou un sport de pleine nature, qu'aujourd'hui on ne peut plus faire comme avant. On le peut voir quand on pratique la natation, qu'on voit l'énergie que consomme une piscine, on se rend bien compte qu'il y a des nouvelles technologies, une nouvelle façon de faire et une adaptation. On a pu voir notamment cet été une surfréquentation de sites naturels. Donc on comprend l'attractivité des sites naturels, mais on se rend compte que notre passion, qui est proche aussi du respect des questions environnementales, peut se retrouver opposée au fait que notre passion devient une succession d'événements négatifs. Donc il faut qu'on arrive à concilier notre passion, mais aussi notre responsabilité sociétale. Le sport, c'est la performance, c'est le geste sportif, mais c'est aussi une prise de conscience de notre environnement et qu'on doit être meilleur dans la performance, mais aussi bien sûr meilleur dans notre prise en compte des sujets de société. 180 000 pratiquants de sport sur le département du Vaucluse. Est-ce que vous pensez qu'il y a de plus en plus d'exemplarité aussi sur certains événements, dans certains clubs ? Est-ce que finalement sur ce territoire, vous avez observé des choses innovantes en matière de climat ? À l'évidence, ce que fait la fédération de badminton avec la co-organisation de ce colloque, mais
ce qu'ils font dans le mouvement sportif, ce que fait bien un sport, ça permet de donner en exemple aux autres sports. Donc c'est très important de pouvoir mutualiser les bonnes pratiques, et je peux le voir notamment dans la multiplication de la demande de labels Le Sport s'engage en lien avec notre agenda 21. On a de plus en plus d'événements qui demandent le label, ce qui est vraiment un signe qu'il y a une prise en compte sur la volonté aussi de valoriser leur événement, parce qu'avoir le label, ça montre notamment à un certain nombre de financeurs qu'on fait mieux, une bien meilleure prise en compte des enjeux. Vous étiez dernièrement au Salon Pro Durable en septembre à Paris. Vous interveniez pour la partie olympique sur les questions de RSO, de climat. Est-ce que ça bouge aussi considérablement à ce niveau-là, Roland Davot? Ce qui était intéressant à ce salon, c'est qu'il y avait des interlocuteurs et des intervenants de niveaux différents. Il y avait les gens du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris et Paralympiques, sur l'exemplarité de ce qu'ils vont mettre en place sur l'impact carbone de l'événement, qui devrait être nul. Il y avait les gens de l'Olympique de Marseille, qui est un club qui compte beaucoup pour les sudistes, et sur aussi comment eux prennent. Et moi, j'étais là pour témoigner sur des expériences et des événements plus de terrain, parce que quand Roland-Garros est exemplaire en termes de responsabilité environnementale et sociétale, c'est bien, mais quand les milliers de clubs de tennis partout en France répercutent ces bonnes pratiques, l'effet se décuple. Donc on a besoin de l'exemplarité des grands événements, mais on a besoin que ça ne cache pas, que l'arbre ne cache pas la forêt, et que les bonnes pratiques des grands événements soient après vraiment décuplées dans les clubs. 1800 clubs sur le département, vous imaginez l'émulation qu'il peut y avoir chaque week-end, et l'exemplarité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et des grands événements qui ont lieu en France, c'est très très important pour le sport français et pour la France. Alors vous avez finalement en charge d'ouvrir ce troisième forum. Est-ce que vous avez envie de nous lancer une invitation, un souhait, avant que nous recevions nos 5 intervenants? Ce que je veux dire à tous les intervenants et tous ceux qui vont nous écouter ce soir, c'est que l'innovation, elle est sur les territoires. Vous pouvez tous être innovants et apporter votre pierre à l'amélioration des questions sociétales par la pratique du sport. Et dans le champ du sport, le sport, c'est la recherche de l'excellence, du geste, de l'éthique, du fair play, mais aussi de notre prise en compte de ces questions-là. C'est aussi la teneur des Jeux Olympiques et Paralympiques que nous allons accueillir dans 4 ans. C'est une grande démocratie qui va accueillir le sport mondial et l'ensemble de la planète. C'est là où on doit montrer notre exemplarité, et grâce à ça, qu'on puisse changer pour nous-mêmes et puis pour nos enfants. Le sport, c'est donner quelque chose de meilleur dans l'être humain. Donc je peux que vous inciter à participer à ce colloque, à nous écouter et à nous rejoindre sur les terrains de sport. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Merci à Roland Davot pour cette intro. Tout de suite, nous avons été dans la série qui s'appelle Sport Reporter, produite par Canal+. Vous connaissez certainement le documentaire Terrain brûlant. Et ce que je vous propose, chères intervenantes et intervenants, c'est de réagir juste après ce petit extrait donc, de documentaire sur le changement climatique, notamment en montagne, à Tignes. C'est un chemin qu'empruntent tous les skieurs de l'équipe de France. Monter sur le glacier de Tignes est un rituel, surtout pour Victor Muffagendé. Le funiculaire vous emmène en zone glaciaire de haute montagne. Je venais avec mes parents depuis que j'ai 6 ou 7 ans en fait. En période d'automne ou d'été, il y a beaucoup de monde. Depuis tout petit, en fait, on vit avec ça, c'est-à-dire qu'il faut se bousculer, il faut presque se battre pour rentrer ici, être dans les premiers, être bien placé pour aller être les premiers sur les skis. Mais en ce mois d'août, inutile de se presser. Le glacier a fermé ses portes aux skieurs fin juillet avec un peu d'avance. Car la neige manque.
Donc là, on est sur le mont Champagny, c'est-à-dire que de mon vivant, ici, ça n'existait pas. 7 h du matin, à 3500 mètres d'altitude, les skieurs sont déjà là. Passionnés ou curieux, 1500 à 2000 skieurs viennent ici chaque jour. Là, il faut savoir que donc, il y a 15 ans, c'était une piste de ski. Ici, le téléski partait ici. Et là, il y avait tous les slaloms qui s'enchaînaient. Il y a 4-5 ans, donc, il y avait ce rocher qui était bien présent. Mais on arrivait à faire tirer les tracés en fait, jusqu'ici. Je skiais, puis j'avais une piste qui me ramenait quand même sur le téléski. Là, vraiment, on a l'impression d'être sur la Lune aujourd'hui. Le glacier perd entre 1 et 2 mètres d'épaisseur chaque année. Depuis 1985, ce sont plus de 35 mètres de glace qui ont disparu par endroits. Ça remonte à, je pense, à plusieurs années quand même un peu. Mais qu'avant, tu sortais de la cabine, là, il n'y a pas de barrière, c'était ouvert. Et tu posais tes skis dans la neige. Et tu glissais. En fait, c'est comme si on avait perdu plus de 10-15 mètres de hauteur de neige, quoi, de glace. C'est un petit peu une page qui se tourne où on misait beaucoup avant sur fin septembre, octobre ici. Et enfin, c'est plus possible, quoi. Le pire semble encore à venir. Selon le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le glacier de Tignes devrait avoir entièrement disparu en 2100. Il y a 4-5 ans, j'étais ici, je chaussais mes skis, je me mettais en condition et j'étais à 3-4 semaines de l'ouverture de la Coupe du Monde et vraiment c'était les manches où on commençait à monter en intensité, à faire de la longueur. Je pense qu'il faut se résoudre. Le ski ici à Tignes pour préparer notre saison, c'est quasi terminé à mon avis. Ouais. Je reprends tout de suite la main. Après cette vidéo impressionnante, j'ai ensuite de passer la parole à Johan Penel. Donc, je l'ai dit tout à l'heure. Ah non, c'était... Alors, je me mélange les pinceaux, me dit Laurent. Nous allons tout de suite écouter Maël Besson, qui va réagir par rapport à cette vidéo. Et certainement, Maël, vous allez nous parler de l'étude sur laquelle vous êtes actuellement, à la demande du ministère. Maël, excusez-moi d'avoir écouté votre nom, c'est à vous. Pas de souci. Bonjour à tous, merci. Oui, la vidéo, elle est édifiante. Hein. Ça pose un constat en fait, qui est assez alarmant. Il faut savoir que dans les Alpes, ce que les Alpes vivent, c'est à peu près le double du réchauffement que ce qu'on peut vivre dans la plaine. C'est-à-dire que quand on parle d'un réchauffement dans nos villes en plaine de 1 degré, eux, ils sont déjà à plus de degrés. Donc voilà, ça donne un peu la vision de ce que vivent le ski et les sports de montagne aujourd'hui, donne un peu la vision de ce qu'on risque de vivre dans nos gymnases à horizon de quelques années. On est effectivement on est en train de finaliser une étude sur l'impact du dérèglement climatique sur le sport. On a souvent parlé des bilans carbone du sport pour voir quel impact le sport peut avoir sur le climat. Mais avec le ministère des Sports, on s'est dit que c'était intéressant de commencer à avoir une vision un peu prospective de à quoi le sport va devoir se confronter en termes d'augmentation des températures, en termes de conséquences sur du dérèglement climatique sur le sport. Et effectivement, en ne se concentrant pas que sur les sports de montagne, parce que c'est quand même le sport le plus emblématique quand on parle de dérèglement climatique, d'impact du dérèglement climatique, mais dans les gymnases, sur les stades, sur notre pratique quotidienne, elle va être profondément impactée. Alors, l'étude, on est en train de la finaliser, donc je ne peux pas
vous donner tous les éléments, mais pour vous donner quelques enseignements, on risque, si on est sur une trajectoire à plus de degrés, alors oui, juste peut-être un petit rappel, quand on parle de plus de degrés, c'est des températures mondiales, c'est la température mondiale, et quand on parle des plus de degrés à respecter dans l'accord de Paris, c'est la température qu'il ne faudrait pas dépasser. En tout cas, c'est l'objectif de ne pas dépasser des températures de plus de degrés, même plus 1,5 degré, et donc d'avoir une trajectoire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de manière assez conséquente. Pour le moment, les émissions qu'on émet, un peu tout secteur confondu, on est plutôt sur, pour les scénarios les plus optimistes, sur une trajectoire de plus 4 degrés. Donc, ça veut dire que oui, si on est sur notre lancée actuelle, on est obligatoirement sur plus 4 degrés. C'est le plus optimiste. D'accord. On irait même sur certains scénarios à du plus 7 degrés. Donc ça, c'est juste impossible en fait en termes d'adaptation derrière, en termes de plein de choses. Et quand on prend les températures qui sont, j'allais dire, les limites physiologiques, quand on fait du sport, on considère que à des températures de plus 32 degrés, quand il fait plus de 32 degrés dans notre gymnase sur notre parcours de running, on considère que la santé peut être mise à mal du pratiquant. Il faut savoir que si on arrive à un plus de degrés au niveau mondial, on risque en France de perdre entre 18 jours en plus, jusqu'à entre 18 et 32 jours de chaud, où on va dépasser 32 degrés, donc de canicule, par an. Donc, ça va impacter directement. Si on est sur une trajectoire de 4 degrés, ce nombre de jours qui vont dépasser les 32 degrés risque de se comprendre entre 47 jours et 66 jours. Donc, quand on commence à réfléchir sur la pratique sportive, pas en montagne, mais dans un gymnase, qui sont souvent des passoires thermiques et qui sont souvent sur des modèles qui sont ce qu'ils sont, en fait, on s'aperçoit qu'on va avoir un certain nombre de jours en moins de pratique, où en fait, on va déconseiller la pratique sportive pour des questions de santé, pour des questions des événements annulés pour les mêmes raisons. Les pics de chaleur, les pics de canicule, ça augmente aussi, ça amplifie les pics de pollution. Donc, ça veut dire que plus on a de températures hautes, plus les pollutions qu'on émet, notamment les particules fines, ça amplifie ces pics de pollution. Et puis, voilà, sans parler aussi des conséquences sur la performance sportive. Merci beaucoup, Maëlle. Amandine, est-ce que vous voulez également, Amandine Singla, est-ce que vous voulez également réagir sur cette partie constat avec cette vidéo introductive? Peut-être rappeler aussi qui vous êtes, ce que vous faites. Ça peut certainement intéresser les nombreuses personnes qui nous suivent, Je suis responsable de la mission sport et développement durable au ministère des Sports, et du coup notre objectif principal est d'accompagner l'écosystème sportif dans sa transition écologique. Donc voilà, la mission existe depuis le début des années 2000 et c'est du coup les actions qu'on peut mener aujourd'hui pour accompagner l'écosystème dans cette transition. Pour revenir sur la vidéo et peut-être compléter ce qu'a dit Maëlle, oui, le constat il est clairement édifiant, et puis voilà, on le voit là en montagne. On peut aussi discuter des événements climatiques qui, il y a quelques années, étaient exceptionnels et qui finalement se retrouvent de moins en moins exceptionnels, puisqu'on les revoit chaque année sur des formes d'inondations, sur des formes de tempêtes, et avec tous les effets que ça peut avoir sur des grands événements sportifs internationaux, en tout cas une forme de médiatisation. Donc il y a effectivement un petit warning attention sur la pérennisation de nos pratiques. Et je crois que c'est là où on s'est rejoint avec le WWF pour cette étude, en se disant que les choses, on les voyait arriver, mais aujourd'hui, on avait aussi besoin de se poser, d'avoir des données qui soient un peu claires, un peu objectives, et qu'on soit un peu dans une forme de prospective, et que ça puisse aussi nous permettre de vraiment créer
une forme de dynamique, ou en tout cas d'interpeller pour continuer à convaincre ceux qui ne le seraient pas encore qu'il faut qu'on s'adapte et qu'il faut qu'on change des choses vite. Oui, peut-être si je peux me permettre, pour compléter les propos notamment de Laurent, c'est vrai qu'on s'attache souvent à regarder les conséquences directes du dérèglement climatique sur le sport en termes effectivement des phénomènes climatiques, des températures et tout ça, mais il y a toutes les conséquences indirectes, et Laurent l'a très bien illustré, hein, c'est les inondations et les personnes qu'il faut reloger dans un gymnase, mais le Covid, la pandémie que nous vivons aujourd'hui, c'est en grande partie dû par la perte de biodiversité et la proximité que les animaux se retrouvent à avoir avec les hommes qui font que nous avons une pandémie. Donc, et on voit bien l'impact que ça peut avoir sur le sport avec cette vision et ce que ça a révélé dans cette gestion de crise, c'est que quand on commence à avoir des problématiques de services de réanimation saturés, d'un certain nombre de nos éléments fondamentaux de notre société qui commencent à se gripper, le sport n'est pas prioritaire. Et souvent, et on le voit aujourd'hui, c'est des choses qu'on ouvre pas en premier. On réouvre les écoles, on va réouvrir les transports, on va réouvrir effectivement tout ce qui va nous permettre d'alimenter, de faire vivre notre société, mais le sport n'est quand même pas vécu, et dans les décisions on le voit, c'est pas forcément la première chose qu'on va réactiver, ou c'est peut-être même au printemps une des premières choses qu'on a arrêtées. Donc il y a au printemps on a mis sur pause tous les matchs, mais pas les cinémas. Donc, il y a cette approche-là aussi d'avoir cette vision de la conséquence directe, mais aussi des conséquences en seconde vague, quoi. Alors, nous allons continuer notre tour de table. Sarah Rousseau, je vous laisse vous présenter en un mot et puis réagir rapidement là, sur la partie constat. Oui, bonsoir. Sarah Rousseau, responsable régionale de Hello Asso. Donc, nous, Hello Asso, on est, alors pour le dire vite, on est une plateforme d'outils numériques de paiement pour le monde associatif. On travaille depuis 10 ans avec le secteur associatif pour lui permettre de pouvoir s'outiller d'outils numériques. Et si on a choisi de bosser avec ce secteur-là, si les fondateurs se sont orientés vers le milieu associatif pour le soutenir avec des outils numériques, c'est bien avec la conviction que... Et ça fera le lien avec le réchauffement climatique et avec les propos qui ont été dits en ouverture, c'est que le secteur associatif est fondamental aujourd'hui dans notre société pour répondre à des enjeux de cohésion sociale et à des enjeux de développement durable, et sur le réchauffement climatique, notamment sur la question des actions et du collectif, c'est fondamental. Et pour le coup, quand on connaît le nombre de licenciés du secteur sportif et le nombre de bénévoles, alors c'est 3,5 millions de bénévoles, les associations sportives en France, on voit là qu'il y a aussi énormément de bénévoles et de personnes qui se mobilisent et qui pourraient être mobilisables, y compris sur les questions du réchauffement climatique. Je parle de collectif parce que moi, je pense que face aux images de Tignes, tout ce qu'on peut se dire, c'est que personne ne peut y aller tout seul, et que pour le coup, au-delà de la question des sportifs qui peuvent ou qui ne peuvent pas pratiquer tard ou tôt dans l'année, il y a la question de l'impuissance qu'on a tous ressentie, je pense, en voyant ces images, et il y a la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, sportifs, bénévoles, militants du monde associatif et soutien autour. C'est la question de pouvoir agir, et pour nous, la réponse sera collective, donc associative. Merci beaucoup, Sarah. Nous n'avons pas encore entendu Johan Penel. Je vous laisse juste dire un mot sur votre... Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Julia. Alors, je commence par présenter les excuses de Patricia Corti, qui est vice-présidente de la Fédération en charge des territoires durables, qui s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous ce soir. Je souscris totalement aux propos de Sarah sur le fait que la dynamique associative est un élément de solution indiscutable. La communauté du sport, c'est 30 millions de pratiquants, dont 16 millions dans les fédérations. Donc, c'est pratiquement la première communauté de France. Donc,
potentiellement une mobilisation importante pour répondre à ces enjeux qui touchent tout le monde. Ça a été évoqué par les autres intervenants. Le sport est à la fois partie prenante du dérèglement climatique par ses activités, mais aussi tributaire des conséquences. Et évidemment, nous, en badminton, c'est un sport d'intérieur, donc on ne pense pas tout de suite à nous en ce qui concerne le dérèglement climatique, mais ça a été évoqué d'une part par la part qu'on prend dans ces activités-là. En 2015, il y a eu un bilan carbone qui a été réalisé sur les activités de la fédération. Et le premier poste, ce sont les déplacements et l'impact qu'on peut imaginer. Mais d'un autre côté, c'est aussi des conséquences sur nos gymnases. Alors, on a des règlements où il y a une température minimale pour pratiquer le badminton, mais il n'y a pas de température maximale dans nos textes. Sauf que, bien évidemment, quand il y a des canicules, il y a un moment où les tournois ne peuvent plus se dérouler, même les créneaux de club ne peuvent plus se dérouler parce que ce n'est pas dans des conditions qui favorisent la bonne pratique. Il a été évoqué aussi l'occupation des gymnases suite à des inondations, mais aussi suite à des migrations où justement on va reloger des réfugiés dans les gymnases parce que c'est des espaces qui s'y prêtent bien. Maintenant, si on veut que le sport cesse d'être la dernière roue du carrosse, hein, comme le disait Maël, il faut effectivement que le sport fasse sa part, se saisisse de ces enjeux-là, parce que c'est une communauté qui a un pouvoir unique en France, et il n'y a pas de raison, à condition évidemment que ça reste un engagement heureux, un engagement épanouissant, et que ça ne soit pas quelque chose de vécu comme contraignant ou punitif, comme Roland a pu l'évoquer en introduction. Merci Johan. Et bien Sébastien Rioux, vice-président en charge des activités pleine nature, du développement durable, des nouvelles activités, donc au comité départemental olympique et sportif de Vaucluse. Sébastien, je vous laisse ouvrir votre micro et nous dire un mot. Si la connexion le permet. C'est moins sûr. On reviendra à Sébastien dans un instant, je crois. Alors, tout de suite, pour vous faire réagir sur les changements de pratique, est-ce que nous n'irions pas sur une vidéo, cher Laurent? Une vidéo, alors toujours extraite du documentaire Terrain brûlant. Là, nous allons aller à Doha en 2019. Vous allez, pareil, je pense, réagir assez fort à ce qui va être diffusé. À tout de suite. C'est une nuit étrange à Doha. Il est 23h et le départ du 50 km marche des championnats du monde va être donné. Un horaire tardif, censé éviter des conditions météo extrêmes. Et pourtant... Est-ce que tu captes là ou pas? Non, c'est pour te dire qu'il y a 90% d'humidité. Ok, bien reçu, merci. 33 degrés. 80% l'humidité. Allez, 90%, il faut partir encore moins vite, par moins vite. Si. Allez, viens. Il n'y a rien à sentir, ça va être essayer de rester debout le plus longtemps possible et puis on verra bien, il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien. C'est n'importe quoi. On y va? Allez, tout à l'heure. Le 50 km marche est l'épreuve la plus longue de l'athlétisme. L'une des plus exigeantes aussi. Un effort colossal, presque surhumain dans ces conditions. Voilà, très bien, Johan, dans ta bulle, tranquille, t'attends que tout se mette en route. Sois patient. Putain, il accélère fort. Voilà, dans ta bulle, Johan, c'est bien. Tu t'éponges bien. C'est bien, ça y est. Je vais pas continuer longtemps. Allez. Ça lui arrive souvent de vous dire ça en course? Sans vous mentir, ouais, c'est rare. Là, ça fait que 43 minutes de course. On verra après 1 heure de course.
allez, Chatounet, vas-y. Allez. Après 1h15 et 16 km de marche, Johan Diniz stoppe son effort. Bon, il a abandonné devant moi bon, il est en colère, il a refusé de répondre aux journalistes et il m'a dit ma carrière est... Un abandon qui interpelle, une course qui interroge, quand de nombreux concurrents vivent une nuit de calvaire. Bien sûr, il a toujours fait chaud à Doha, mais de telles images de détresse sont de plus en plus fréquentes aux quatre coins d'un monde qui se réchauffe. Des sportifs terrassés, des compétitions perturbées. Faut-il s'y habituer ? Le sport est-il lui aussi menacé par la hausse des températures ? Impact du changement climatique là, sur les sportifs. Donc l'idée, c'est de se dire que ce changement climatique Julia, vous avez le micro coupé. Pardon. L'impact du changement climatique, vous l'avez vu, c'est sur les sportifs, alors sportifs de haut niveau, autant qu'amateurs. Donc les organismes, ils sont bouleversés. On doit s'adapter à de nouvelles contraintes, on en a un petit peu parlé, pour pouvoir poursuivre ces activités, pour pouvoir poursuivre un circuit parfois mondial. Face à ces modifications du climat, quelles sont les solutions qui existent pour limiter les effets ? Qui a envie de répondre sur cette première question, chers invités et intervenants ? Je peux prendre la parole maintenant? Ça oui. Bon. Sébastien. Donc, je vais me présenter, donc vu que je n'ai pas pu le faire tout à l'heure. Donc, je suis Sébastien Rioux, donc vice-président du comité départemental olympique et sportif en charge de la thématique du développement durable, des activités physiques de pleine nature et des nouvelles activités. Je rebondis rapidement sur la première vidéo là, sur Tignes, où on met un peu le contexte local aussi du Vaucluse, où on a 2 stations de ski qui sont situées sur le Mont Ventoux. Sur l'hiver 2019-2020, la station de ski a ouvert un jour, et je crois bien que sur l'hiver 2018-2019, la station de ski du Mont Ventoux a ouvert 0 jour. Donc, on a des clubs locaux, des ski clubs sur le Vaucluse, qui ne peuvent plus se déplacer sur leur station de ski habituelle locale à proximité et qui sont obligés de faire des kilomètres, 100 à 200 kilomètres pour aller dans des stations de ski dans les Alpes. Ça, c'était mon premier retour sur la première vidéo. Sur le changement climatique, moi, j'ai une vision plutôt activité physique de pleine nature. Et sur nos territoires, on a des problématiques de canicule qui sont amplifiées assez importantes. On a des événements qui sont annulés carrément parce qu'il y a des alertes canicules et la préfecture nous demande d'annuler pour respect. En plus, j'ai en tête la journée olympique en 2019, je crois, qui a été annulée pour raison de canicule. Oui, la journée olympique. Oui, avec les écoles. Ouais. Voilà, c'était avec des écoles, donc c'est des événements annulés. Après, sur des activités comme... donc moi, je suis pratiquant de canoë-kayak, de loisirs. Quand on est sur l'activité du week-end, aller faire une rivière dans le coin, donc on regarde la météo, on se dit, tiens, il pleut, il y a 15 jours, il allait pleuvoir, et donc c'était bien, on va pouvoir aller faire la rivière, parce que ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas plu dans le sud de la France, donc on se dit, enfin, il va y avoir de la rivière. Et là, c'était un épisode Sevenol et il y a eu, c'était les crues dans le Gard assez importantes. Et donc, voilà, ces changements climatiques, ça touche des grands événements sportifs, comme vous avez montré là dans le reportage, mais aussi la vie au quotidien, des activités de loisirs, dans le programme des loisirs de nos activités. Merci Sébastien Rioux. Contente de vous avoir récupéré. Qui a envie de répondre sur ces changements de pratiques qui sont indéniables? Moi, je veux bien rebondir sur la dernière phrase Maël, pardon. La dernière phrase de la vidéo là où il disait que est-ce que le sport est en voie de disparition. On a lancé une campagne il y a 2 semaines, une campagne qui s'appelle Pas le dernier. Oui, on va en passer un extrait dans un instant. Parfait. Et la prise de parole de Nicolas Karabatic sur cette campagne, c'est oui, je me sens en voie de disparition. Parce qu'à un moment donné, on va
pouvoir pratiquer ou tout simplement avoir accès à de l'eau potable et tout ça. Moi, ce qui me paraît important aussi à avoir en tête, je rejoins complètement, je crois que c'est Johan qui dit ça, le rôle du sport le sport peut avoir un rôle très positif sur le sujet. Je pense que c'est important que le sport se mobilise et qu'il se mobilise au-delà de la réduction de son impact. C'est indéniable, il faut qu'on réduise tous nos émissions de gaz à effet de serre, notre impact, le sport compris, mais tous les secteurs d'activité. Mais s'il n'y a que le sport qui réduit son impact, si au niveau de nos décideurs politiques, si au niveau de nos fabricants de matériel sportif, si au niveau du reste de l'industrie, de notre société, il n'y a pas cette réduction, le sport aura beau être neutre en carbone, il subira quand même des impacts tellement forts qu'il ne pourra plus s'adapter. C'est une démarche globale. Donc, j'ai envie de dire, il y a besoin qu'on devienne plus que juste responsable à réduire notre impact, mais militant, parce que si les stations de ski ne montent pas au créneau pour que, au niveau de l'État, mais du gouvernement et de notre société de manière globale, on ne respecte pas l'accord de Paris, en fait, ils auront beau être on aura beau être le plus éco-responsable possible, on subira quand même des conséquences sur lesquelles on sera incapable de s'adapter. Donc, et là, pour le coup, je rejoins complètement le pouvoir éducatif du sport, le pouvoir d'influence du sport a la capacité de faire que ce qui nous semble des gestes éco-responsables aujourd'hui puisse devenir juste de la norme sociale demain. Et les éco-cups, les gourdes, on en parle j'allais dire, de moins en moins comme quelque chose d'innovant et une action très éco-responsable. Ça devient la base. Le sport est capable d'insuffler sur, par exemple, notre consommation alimentaire qui peut être peut-être réduite en viande, sur un certain nombre de modes de déplacement, des gestes qui permettent de réduire notre empreinte et surtout faire de ces gestes qui sont un peu exceptionnels pour le moment à juste une norme sociale. Très bien, merci Maël. On va tout de suite, alors on vous écoute Johan et ensuite on diffusera le spot alors qui dure 1 minute, qui est pas le dernier justement, la fameuse campagne avec les sportifs qui s'expriment et qui est une très belle campagne. J'ai beaucoup été touchée par ce clip. On vous écoute, Johan. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Julia, sur la campagne. Pour prolonger ce que disait Maël, les citoyens de demain, les décideurs de demain, ce sont les enfants qui sont dans nos écoles de jeunes, dans les différentes fédérations aujourd'hui. Et on a un pouvoir extraordinaire parce que certes, on va leur apprendre à jouer au badminton, mais on va aussi leur transmettre des valeurs. C'est un support extraordinaire pour justement apprendre à devenir un citoyen responsable en s'amusant. Et c'est là-dessus qu'il faut insister. Et c'est aussi tout le sens des politiques fédérales. Aujourd'hui, on appartient à une fédération, on appartient à une communauté fédérale. Et cette communauté-là, elle est là pour porter un projet, pour porter une vision du sens des pratiques, de la contribution du sport à ces enjeux sociétaux. Et donc voilà, dans toutes nos fédérations, tous ces jeunes, c'est autant de futurs porte-drapeaux d'un sport exemplaire qui sait à la fois se mobiliser pour ses intérêts, mais qui sait aussi se mettre au service de la société. Merci beaucoup, merci Johan. Alors tout de suite, on regarde ce clip, cette campagne, un extrait de la campagne et on revient à vous. Nous sommes la première génération à subir les conséquences de la dégradation de l'environnement et peut-être la dernière à pouvoir inverser la tendance. Nous ne voulons pas être témoins de la disparition des derniers éléphants, tigres, baleines et autres espèces. Nous ne voulons pas voir les dernières forêts partir en cendres, les derniers glaciers fondre et les derniers océans se vider. Nous ne voulons pas être les derniers artistes, les derniers sportifs, à pouvoir pratiquer, nous exprimer. Vivre dans un environnement sain, dans lequel nous puisons l'eau, l'oxygène et la nourriture qui sont essentielles à nos vies. Nous ne voulons pas être les derniers à nous engager pour mettre un terme à la destruction de la nature. Nous ne voulons pas être les derniers à agir. Et vous ? Pas le dernier.
Bien sûr, vous réagissez hein, sur le chat de Bisport. On attend vos questions. On va traiter vos questions vers 19h45. On va rassembler tout ça et on reviendra vers vous. Tout de suite sur cette campagne, sur le sujet donc, de l'impact sur les sportifs, les professionnels et amateurs, qui veut prendre la main? Oui, j'aurais juste aimé réagir aussi sur la vidéo d'Atlé et de Yoann Diniz, qui nous questionne aussi sur finalement des modèles de grands événements sportifs internationaux qui sont pensés par des cahiers des charges qui parfois sont compliqués à mettre en œuvre, où il faut pouvoir y répondre. Toutes les villes n'ont pas fondamentalement la capacité d'y répondre. Et du coup, ça questionne aussi sur des formes de saisonnalité, de où on les met, et aussi de prendre peut-être un peu plus en compte des enjeux environnementaux, là où on ne les a peut-être pas aujourd'hui assez pris. Mais en tout cas, ça questionne et ça, sur le dimensionnement parfois de règlements fédéraux internationaux qui viennent du coup fondamentalement impacter et des règlements nationaux de compétition sur lesquels voilà, il y a forcément des besoins de championnats nationaux et du coup qui amènent à du déplacement, et forcément aussi un calibrage de grands événements internationaux voilà, où il faut à un moment donné une certaine jauge de spectateurs, il faut pas mal de choses, et voilà, il y a peut-être un moment donné, c'est le moment de réfléchir à un petit peu plus de sobriété peut-être sur ces sujets-là. Mais alors j'en parle, mais je pense que voilà, Yoann qui est du côté des fédérations pourrait certainement. Oui, Sébastien Priou parlait aussi de l'activité en stade nautique, voilà, le poids des installations à construire, imaginer de l'éphémère. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ingéniosité là à trouver, sur les installations, hein, tout court. Sur les installations, sur peut-être la manière dont on pense aussi une offre sportive, qu'elle soit peut-être un peu plus locale, un peu plus saisonnière. Peut-être qu'on partira un peu plus à un moment donné sur des formes de multi-activités. Je sais que dans les propos liminaires, il y a eu aussi cette idée de terrains de pleine nature qui ont été surfréquentés en sortie de confinement, mais à l'arrivée, on a retrouvé les mêmes terrains de pleine nature qui étaient surfréquentés. C'est ceux qui sont quelque part les spots les plus connus. Donc, on a un moment aussi peut-être à retravailler sur, voilà, il y a peut-être d'autres spots, à recréer une forme d'imaginaire et d'envie de l'aventure un petit peu plus locale. Et voilà, et ça, je pense que la réponse, elle est aussi collective, elle est du côté du mouvement sportif et des associations, elle est aussi à un moment donné peut-être du côté des pouvoirs publics, mais aussi des sponsors et de ceux qui à un moment donné nous font rêver et poussent à avoir envie de pratiquer une activité physique et sportive. Merci Amandine. Sarah. Oui, et puis pour le coup, moi, pour rebondir sur tout ce que vous disiez, je pense que la place du sport de loisir, Sébastien en parlait aussi, je ne sais plus qui l'a évoqué, c'est peut-être là aussi le nœud à la fois de la prise de conscience et de la mise en mouvement. Et pour le coup, une des conséquences du réchauffement climatique qu'on a pu voir de manière très forte est évidente, et celle du confinement. Les espaces de mouvement sportif qui ont pu répondre au plus près, auprès notamment du reste de la population, c'est bien les clubs de proximité qui ont réussi à maintenir un contact, coûte que coûte et vaille que vaille. C'est vraiment là, sur ce maillage très local, que se passeront des choses intéressantes. Qui souhaite encore réagir? On passe déjà. Yoann. Pour rebondir effectivement sur ce que disait Amandine, le ministère des Sports avait co-construit un outil qui s'appelle OptiMove il y a quelques années pour justement optimiser les déplacements sur les championnats dans la constitution des poules, pour tenter de minimiser voilà, le nombre de déplacements, le nombre de kilomètres faits par chaque équipe sur l'ensemble d'une saison. Alors évidemment, il est hors de question de remettre en cause les compétitions sportives dans leur ensemble, parce qu'on a besoin de ces compétitions pour rêver. Ça fait vivre aussi à la fois des athlètes et des professionnels du sport. Donc on a besoin pour le développement du sport de ces compétitions-là. Par contre, il y a la question du calendrier. Est-ce que des athlètes
athlètes qui vont 4 fois en Asie dans l'année, c'est quelque chose de raisonnable. Donc, il y a certainement quelque chose à co-construire dans les parcours à travers le monde des athlètes de haut niveau, parce qu'eux-mêmes sont évidemment des porte-parole. On l'a vu dans le clip de WWF, ils ont une parole qui porte, parce qu'il y a des gamins qui rêvent en voyant ces athlètes-là. Donc d'avoir une prise de position aussi forte en disant « je ne peux plus faire comme si je ne savais pas quel était l'impact de tous mes déplacements sur le climat », ça porte, ça joue son rôle, mais évidemment, les instances doivent accompagner ce mouvement-là, dans l'organisation, certes, des calendriers, dans les choix des lieux, mais aussi, comme le disait très bien Amandine, dans la valorisation de notre patrimoine territorial. Il y a des lieux que les gens ne connaissent pas et gagneraient à découvrir. Donc évidemment, l'effort, il doit être collectif et les fédérations ont leur rôle à jouer là-dessus. Sébastien Rioux, si vous m'entendez, je sais qu'on a des soucis de connexion. J'aurais bien voulu vous entendre sur le changement de pratique. Est-ce qu'il y a en Vaucluse des sports finalement qui vont devoir disparaître ou être pratiqués uniquement à une saison puisque là on est vraiment sur le sportif et le sportif amateur en particulier qui est très nombreux, notamment sur un département comme le Vaucluse. Non, la question est intéressante. Je pense que c'est un peu dans tous les sports. On a des calculs de calendrier. Maintenant, on ne fait plus des manifestations sportives en juillet-août en extérieur parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de canicule. On réfléchit à faire on n'en fait plus, mais on réfléchit à savoir si on positionne une manifestation en juillet-août. Il y a aussi des problématiques d'accès à certains espaces qui sont interdits en raison de la problématique de feux de forêt. Donc, il y a vraiment une question de calendrier qui est posée et on ne peut plus pratiquer tout le temps tout ce qu'on veut tout le temps. Et voilà, il y a aussi cette question-là, par exemple, sur la pratique du canoë-kayak. Il faut qu'il y ait de l'eau dans les rivières pour qu'on puisse le pratiquer. Sur des bassins naturels, c'est comme ça. Tout le monde n'a pas des bassins artificiels avec des systèmes de pompes qui sont pas très développement durable, ces systèmes de pompes. Donc, si on veut un sport naturel, on a fixé la date du calendrier sur le 23 novembre et que finalement, il n'y a pas d'eau à cette date-là, on est bloqué. Donc, c'est des questions, c'est vraiment ces réflexions sur le calendrier. Le climat impacte le calendrier des activités. On a abordé, bien sûr, les événements sportifs déjà, mais est-ce que dans les adaptations nécessaires, vous avez déjà des pistes de solutions ? C'est quelque chose qui, moi, me semblerait intéressant. Alors, si vous voulez, pour ce faire, on va regarder le film sur une athlète qui s'entraîne à Athènes. Alors dans une très forte chaleur, je vous le concède. Pareil, c'est une petite vidéo sur laquelle vous pourrez réagir et compléter les propos. Je laisse Laurent vous partager l'écran au niveau de la vidéo. De plus en plus de CO2 dans l'atmosphère et une planète qui se réchauffe. Le problème est bien connu et pourrait encore s'amplifier. En 2035, le sud de l'Europe devrait connaître des températures identiques à celles de l'Afrique du Nord aujourd'hui. Athènes deviendrait par exemple une fournaise, elle qui subit déjà chaque été de fortes vagues de chaleur. En ce mois d'août, il fait 32 degrés à 8 heures, l'heure à laquelle Moskoula Manossou, spécialiste de la course de fond, commence sa journée. We are at Kapaena Oaka. The place where I train every day. Σίγουρα έχω αλλάξει την προπόνηση λόγω της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα σε σχέση με 15-20 χρόνια πριν και αυτό είναι πολύ αρνητικό. Και προσπαθούμε να το καλύψουμε εγώ με τους αθλητές μου με διάφορες προετοιμασίες που κάνουμε στο υψόμετρο και συνήθως πηγαίνω ή στην Αιθιοπία, στην Αντίσα Μπέμπα ή στα Πυρηναία, στη Γαλλία, στο Φόνο Ρωμέ. And this year it was very hot. We have 40 degrees
it's almost impossible to train, even if you have the willpower. De telles températures sont-elles compatibles avec l'organisation de grandes compétitions? Le berceau des JO reverra-t-il un jour la flamme olympique éclairer son ciel? Selon une étude de 6 chercheurs néo-zélandais et américains, si le réchauffement climatique se poursuit, en 2085, seules 33 grandes villes pourraient encore accueillir les Jeux Olympiques en été, sans présenter trop de risques pour les athlètes ou les spectateurs. Paris, New York ou Pékin n'en font pas partie. À l'INSEP, le professeur Jean-François Toussaint, expert auprès du GIEC, étudie les liens entre le climat et le sport. Pour lui, la remise en question des Jeux d'été n'attendra pas 2085. Faut-il alors s'attendre à des Jeux Olympiques d'été, au printemps ou en automne? Nous nous rendons en Suisse à Lausanne, au siège du CIO, pour interroger son président Thomas Barr. Si la santé des athlètes nécessite des changements des horaires ou des dates de jeu, le CIO va prendre ça en considération et va être flexible. Certains essayent tout de même de réagir face à l'urgence climatique. C'est le cas du comité d'organisation de Paris 2024. Son objectif, des JO avec un bilan carbone neutre. Une ambition que Tony Estanguet vient rappeler à la commission des athlètes réunie ce jour-là. Putain, ça bosse. Putain, ça bosse. Désolé de vous déranger. J'arrive pas tout seul en plus. Je me mets là ou quoi? Ouais. Il y a Tony qui est là, qui a un emploi du temps chargé, et je crois qu'on va aborder la séquence du coup environnement. Notre responsabilité, c'est d'agir. On peut diviser par 2 les émissions carbone générées par notre modèle d'organisation. Donc c'est très ambitieux et je pense que c'est important que vous en soyez conscient. Comment est-ce qu'on fait un peu différemment? Donc en matière d'infrastructures sportives, bien évidemment, c'est le premier critère. En matière de transport, c'est là aussi un secteur où on peut avoir beaucoup d'impact et réduire vraiment sensiblement l'impact carbone. On va prendre en compte, nous, toutes les émissions générées, y compris par celles des spectateurs qui viendront, qui prendront l'avion, qui prendront le train pour venir assister aux épreuves. On va essayer de vraiment avoir une évaluation globale du projet. C'est, je crois, un réel besoin qui est exprimé de la part des athlètes dans tous les sondages qu'on a pu faire. Les athlètes veulent des jeux qui respectent la nature. S'adapter. Une obligation aussi pour les sportifs. Ce 24 août à Athènes, le thermomètre affiche encore 39 degrés à 18h quand Moskoula Manossou entame son second entraînement de la journée. Des conditions que l'athlète de 22 ans a de plus en plus de mal à supporter. Ouais, sur le changement climatique, hein. C'est vrai que là, on est vraiment raccord avec ce docu. J'avais envie, bien sûr, comme tout à l'heure, vous demander de réagir. C'est vrai que là, ce qu'on souhaiterait, c'est de développer l'impact sur les événements sportifs. On a bien vu que c'est pour la bonne tenue des événements, aussi bien locaux qu'internationaux. Bien sûr, ça perturbe tout le déroulement. Et puis, il faut aussi assurer la protection des sportifs. Qui souhaite réagir sur ce sujet, sur cette vidéo? Pas tous à la fois. Je vais peut-être... Johan. Je laisse la parole à Sébastien. Ah, c'est Sébastien Rioux. Vous écoutez. Juste, donc, moi, je pratique le même sport que Tony Estanguet, donc que Tony regardera ce forum peut-être a posteriori. Il sera de rediffuser. Sur la réglementation, on en a parlé. Bon, c'est plus de la réglementation de la fédération internationale, mais nous, la pratique du canoë-kayak à haut niveau, ça se pratique avec un matériel personnel qui est fabriqué dans des matériaux composites en carbone et en résine époxy, des choses comme ça, qui ne sont pas réputés être très développement durable. Si on arrive à aller vers un règlement international de compétition avec un matériel unique, avec un matériel unique et qui est construit avec des matériaux qui respectent l'environnement,
c'est aussi voilà, là une possibilité pour aller vers des manifestations internationales un peu plus responsables. Parce que c'est des déchets ultimes à chaque fois. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que chaque embarcation laisse une trace durable. C'est ça. Et un bateau de compétition, aujourd'hui, ça a une durée de vie d'1 an. Pour les grands compétiteurs, c'est 1 an. Ils en utilisent 2 par an et voilà, c'est maximum 2 ans. Si on avait voilà, ce type de matériel unique, de matériel type qui serait mis à disposition par l'organisation et on serait aussi capable de ne pas le transporter. Aujourd'hui, quand un kayakiste va faire une compétition à l'autre bout du monde, il se transporte lui, mais il transporte aussi son kayak. Donc, c'est des choses, des réflexions à avoir. Donc ça veut dire des changements de réglementation, Sébastien. Voilà, c'est ça, de voir, au niveau de la fédération internationale, une réglementation à mettre en place. Voilà. Merci, Sébastien. Ouais, peut-être Amandine Singla. Oui. Juste pour aborder sur des règlements internationaux qui peuvent bouger, l'exemple de l'Union cycliste internationale d'il y a quelques jours, qui du coup a pris la décision de sanctionner d'une pénalité de temps les coureurs qui jetteront leur bidon sur certaines courses en dehors des zones qui sont prévues à cet effet. Là où jusque-là, ils avaient déjà pris des décisions, on était sur des formes de pénalités financières, sauf que à l'arrivée, ce n'était pas si probant que ça, puisqu'il y avait encore des jets de bidons dans les zones non autorisées. Et j'ai entendu. Donc là, ce serait une pénalité de temps, c'est ça? Oui, une pénalité de temps, s'ils sont à peu près, ils l'ont annoncé. Donc, je n'ai pas forcément suivi dans les détails, mais ça a été annoncé lors des championnats du monde de ce week-end, en se disant qu'il fallait aller un petit peu plus loin et que du coup, ça soit inscrit dans le règlement de la compétition. Il y a ce que imposent les cahiers des charges et la manière dont on peut travailler sur les règlements internationaux. Et puis, il y a peut-être aussi, mine de rien, il y a quand même une volonté assez collective des organisateurs d'événements sportifs internationaux de vouloir, notamment en France, réduire leur impact et travailler ensemble pour créer une dynamique un peu collective. Ils ont souhaité travailler à nos côtés sur une charte des 15 engagements éco-responsables en collaboration avec le WWF France. 15 engagements, dont 6 engagements qui sont portés sur l'environnement. Le reste est un peu plus transversal sur des dynamiques de développement durable, mais en tout cas, c'est bien quelque chose qui part du terrain et de ses organisateurs sur un groupe de travail que le ministère a animé et qui a souhaité aussi s'appuyer sur l'expertise d'une ONG pour pouvoir aller un petit peu plus loin et être sûr qu'on pouvait être sur une trajectoire qui soit assez raccord avec les enjeux environnementaux. Donc, cet outil a été travaillé en 2017 et puis aujourd'hui, on en est à 82 signataires avec une déclinaison pour un périmètre des gestionnaires et une deuxième version qui est en cours de finalisation. Et dans cette V2, Amandine Singla, qu'est-ce qui est mis en exergue? Sur quoi on évolue? On évolue sur des typologies d'engagement. On avait déjà des niveaux d'ambition qui étaient assez importants. Ils sont un petit peu plus à la hausse. On a été challengé par le WWF à ce sujet, mais du coup, c'était bien l'idée d'avoir quelque chose qui soit sur une trajectoire, qui soit en lien et raccord par rapport aux accords de Paris et aux enjeux climatiques. Peut-être que ce qui va un petit peu plus évoluer, la première charte était vraiment sur un engagement très volontaire. Là, aujourd'hui, on sera aussi sur un engagement volontaire, mais par contre, on s'assurera réellement que les démarches seront bien entamées. Là où on avait moins cette idée d'évaluation. Et là où on voit que les choses, en fait, se changent, c'est que, Maël pourrait plutôt le dire, puisqu'il était à l'initiative du sujet en 2016. Mais en tout cas, cette notion d'évaluation, elle était peu ou pas fondamentalement entendable en 2017, là où aujourd'hui, elle est plutôt demandée. Donc, du coup, on voit qu'il y a quand même une volonté des acteurs de réellement de bouger, de s'engager et qu'on puisse dire réellement ce qu'on fait, et que ça puisse être mesuré, évalué. Amandine Singla, mais par rapport aux compétitions là, dont on parlait juste avant, où sont les leviers finalement d'action pour que on puisse anticiper davantage, moins subir est-ce que vous avez un exemple par rapport à ça?
Je ne sais pas, pour moi, subir, pour moi, c'est vrai que l'étude va nous donner quelques billes pour pouvoir à un moment un peu mieux se projeter et pouvoir avoir une vision un peu plus de prospective. Peut-être sur des plus petites compétitions, et c'est un travail qui est mené aussi chez nous. Ça a été dit en introduction, on a souvent une température minimale pour pouvoir pratiquer, mais on n'a pas une température, une chaleur, en tout cas, on n'a rien qui oblige quelque part l'organisateur à avoir réfléchi sur un mode d'organisation adapté ou dégradé par rapport à des questions de canicule. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit aussi ici au ministère en se disant il faut aussi qu'on puisse donner la possibilité à l'organisateur de fédération de pouvoir peut-être à un moment donné modifier son règlement et se dire qu'il faut peut-être plus de ravitaillement, peut-être qu'il faut partir à un moment donné avec un camelback sur certaines courses où on n'a pas prévu d'avoir de camelback parce que c'est pas autorisé. Peut-être qu'il y a des formes de souplesse dans des modalités d'organisation qui sont peut-être à mettre en œuvre. Ouais, puis je pense que il y a des choses où on n'imaginait pas possible avant la crise du Covid. On imaginait des calendriers ne pas pouvoir bouger. On n'aurait jamais imaginé un calendrier ATP et WTA qui mettrait un Roland-Garros sur cette période. Pour autant, c'est le cas. On n'aurait jamais imaginé un Tour de France en septembre. On n'aurait jamais imaginé des phases finales de Champions League sur un même site, sur un même lieu, et où du coup, les équipes étaient là. Donc ça veut dire que finalement, on a quand même en capacité d'être agile et de prendre les décisions et que ça se mette en place. Et je pense que ça, c'est peut-être une des principales informations, en tout cas leçons à retirer aussi, c'est qu'on est en capacité de faire bouger les choses. Là, on pensait que ce n'était pas possible, quoi. Johan, je vais rebondir puisque effectivement la fédération était l'une des premières signataires de la charte des 15 engagements en 2017. Comme le dit Amandine, fédération de badminton, on le rappelle. Tout à fait. C'est dans les temps de crise qu'on est appelé à se réinventer et on voit que ce qui était impossible pour des raisons réglementaires deviennent soudainement possibles. Mais s'il y a deux éléments sur lesquels je voudrais intervenir, c'est le premier, c'est que l'essence même du développement durable, c'est le partage. Et je tiens à remercier sincèrement Maëlle à l'époque et Amandine aujourd'hui au sein de la mission Sport et Développement Durable parce que c'est un espace dans lequel les fédérations partagent et travaillent ensemble. Ça n'arrive pas dans tous les secteurs, mais au moins sur ces sujets-là, on voit qu'il y a un vrai travail d'intelligence collective. On a parlé d'Optimove, on a parlé de cette charte. Elle est portée justement par toutes ces fédérations qui travaillent ensemble pour améliorer leur impact. Et un aspect qui est très important dans cette charte, c'est l'évaluation. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression de faire des efforts et finalement, on n'est pas en capacité de quantifier ces efforts. Donc, la science a tout son rôle à jouer ici, à la fois dans être en capacité de voir quels sont les impacts du réchauffement climatique sur les organismes, sur le déroulement des compétitions, mais aussi sur comment est-ce que tous ces gestes mis bout à bout font la preuve de la légitimité de ces démarches-là. Et il n'y a rien de tel, indépendamment du fait que je suis mathématicien, il n'y a quand même rien de tel que des chiffres pour illustrer et pour inspirer, pour engager des dynamiques collectives sur ce chemin-là, des chiffres qui sont parlants et qui montrent que... Vous pouvez nous en citer un, parce que ça peut paraître abstrait. Alors, on parlait tout à l'heure de, évidemment, les tonnes de CO2, enfin les équivalents de tonnes CO2, c'est ce qui parlait beaucoup. Aujourd'hui, sur la charte, il y a des critères qualitatifs, mais il y a aussi des critères quantitatifs, notamment sur la restauration, la provenance des produits, le devenir des produits qui ne sont pas consommés. Plutôt que d'avoir un nombre de kilos qui finit à la poubelle, c'est beaucoup plus parlant d'avoir une valorisation de ces produits en fonction de ce qu'on en fait ou de la distribution qu'on en fait, etc. Donc, il y a des nouveaux critères qui évoluent. Il n'y a pas que l'équivalent en tonnes de CO2, même si évidemment ça parle toujours. Et donc, on a besoin de ça. Et cette charte, elle est aussi là pour montrer qu'il y a du qualitatif, mais il y a aussi du quantitatif. Et ça, on en a besoin. Merci, Johan. Qui souhaite réagir? Oui, Sarah Rousseau. Sarah,
Oui, moi je voulais rebondir. Alors à une échelle, j'en ai bien conscience qui va peut-être être moindre que celle qu'on vient d'évoquer sur la question de l'agilité du milieu sportif face à la crise que nous venons de traverser, que nous traversons encore, et sur les pratiques qui peuvent être. Alors là, pour le coup, Johan, en termes quantitatifs et de chiffres, je ne sais pas si c'est les plus spectaculaires, mais moi je pense notamment à la limitation des déplacements et à ce que les clubs, notamment les clubs associatifs ont pu apprendre pendant le confinement sur la collaboration à distance et sur le fait qu'aujourd'hui, sans supprimer complètement le présentiel de nos cultures sportives à tous et à toutes, puisque au-delà du déplacement que la pratique rend nécessaire, il y a aussi le fait de se voir, qui est aussi un ferment très fort du sport et du collectif. Le confinement et les derniers mois nous ont montré aussi très fort comment le milieu sportif pouvait s'emparer des outils de collaboration à distance, de coopération, de visio. Et moi, je pense très fortement que si ça n'est pas une solution, et là, pour le coup, Maëlle, en votre présence, je vais vraiment aussi éclairer les limites du numérique et de tout l'impact qu'on sait qu'une utilisation non consciente et non sobre des outils numériques peut avoir sur le réchauffement climatique. En tout cas, c'en est en partie une solution et c'est des pratiques quotidiennes que les clubs commencent à mettre en place. À Hello Asso, comme avec les autres structures du programme PANA, on en est spectateur, on l'a accompagné pendant le confinement et c'est aussi vecteur d'espoir sur l'agilité du milieu sportif et sa capacité à se réinventer face aux crises que le réchauffement climatique pourra provoquer. Merci beaucoup. Sébastien ou Maëlle, si vous souhaitez vous exprimer. Le micro est ouvert. Oui, non. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, moi, oui. Puis que je partage. Non, tu voulais intervenir, Sébastien? Non. Allez-y, Maëlle, on prendra Sébastien juste après. Oui, moi, ce que je trouve, ce que je trouve intéressant, c'est finalement ce qu'évoquait un peu tout le monde, c'est l'enseignement du Covid. C'est-à-dire qu'on a dit, il y a cet impératif sanitaire, comment on peut réinventer notre sport. Et je sais pas, alors, je pense qu'il y a un constat d'échec à faire côté des ONG environnement et des écolos de manière générale, mais on n'a pas réussi à faire des enjeux climatiques un impératif comme on a fait des enjeux sanitaires. Et pourtant, clairement, le message qu'on porte... Oui, on est dans la même urgence, mais oui. Et le message qu'on porte côté WWF, c'est souvent on nous dit qu'est-ce que vous demandez, vous les pandas mais nous, en fait, on ne demande rien. C'est pas pour nous qu'on fait les choses. C'est pas pour le WWF, pour faire plaisir à l'ONG ou pour faire plaisir aux écolos. C'est qu'il y a un vrai problème, mais qui va avoir un impact sur tout le monde. Et ça concerne tout le monde. Et on n'a pas réussi à faire que cet enjeu-là devienne un impératif comme l'enjeu sanitaire est devenu. Et je pense qu'à n'importe quelle échelle d'un club à des JO, avoir cette réflexion de dire ok, l'impératif, ils sont là et ils sont finalement assez faciles à s'approprier parce qu'on les a rédigés dans une charte de 15 engagements et on ne demande pas de faire des bilans carbone, on dit voilà, pour être à peu près à la hauteur des enjeux environnementaux, il faut qu'il y ait 80 ou 90%, selon si on est sur la V1 ou la V2, des transports qui sont faits de telle et telle manière. Il faut proscrire les trajets en avion qui peuvent se réaliser en 5 heures. Il faut que l'alimentation, au moins 50% de l'alimentation de mon événement, réponde à telle et telle caractéristique pour pas qu'on l'importe de l'autre bout de la planète et tout ça. Et en fait, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est de faire cet impératif, de ces objectifs, un impératif, et qu'on accepte effectivement de réinventer le sport. Ce qu'a fait Paris 2024, pour le coup, il faut quand même le souligner. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, mais c'est quand même, il y a des choses exemplaires souvent, on se dit, on a un événement qui est comme ça, ou un gymnase qui est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire l'impact? On va mettre des éco-cups, on va machin, mais finalement, on met des panneaux solaires sur un bâtiment pour alimenter un chauffage d'un bâtiment qui est une passoire thermique. Et ce qu'a fait, et c'est pour ça que le WWF, on est parti avec Paris 2024 au moment de la candidature. On ne s'est pas dit est-ce qu'il faut ou il ne faut pas des JO. Si on les fait comment pour qu'ils puissent être alignés avec l'accord de Paris, qui est un impératif.
Et cette approche-là, il faut qu'on arrive à l'avoir à peu près sur tous les étages. Et il faut qu'on arrive à l'avoir, j'allais dire, de manière... je vais peut-être partir trop loin, mais pour moi, c'est même un enjeu de cohésion sociale, de cohésion nationale. Quand on voit les crispations qu'il peut y avoir autour du Tour de France entre écolo et anti-écolo, où finalement, on se retrouve sur des positions complètement binaires qui pour moi, sont relativement stériles et qui crispent plus qu'autre chose à avoir développer un anti-Greta, un tropisme et d'un côté une bien-pensance écolo. Non, il faut pas ça. Il faut qu'on arrive à se dire, nuancer. C'est l'impératif qui est le collectif pour tout le monde, le fait qu'on puisse avoir de l'oxygène, de l'air, de l'eau, puis même vivre en paix, parce que si les peuples, si les populations dans l'hémisphère sud ont des pénuries alimentaires, il va y avoir des flux migratoires, il va y avoir des réfugiés politiques, et du coup, ça va impacter la sécurité, la stabilité de nos pays. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est que ce qu'on veut, c'est pas qu'il y ait un Tour de France à tout prix, c'est vivre une émotion forte autour d'un événement fort comme le Tour de France. Et le Tour de France peut prendre plein de formes. Et c'est ces formes-là qu'il faut qu'on arrive à accepter de changer. Et peut-être, effectivement, qu'il faut qu'il y ait moins d'événements physiques, qu'il y en ait, il faut qu'il y en ait, qu'il y ait d'autres modes de pratique, et changer des règles sportives, En tout cas, il faut se permettre d'inventer en gardant cet impératif de préservation de notre bien commun, tout simplement. Merci beaucoup, Maël Besson. Sébastien Rio, un mot. Je vais revenir un peu au terre-à-terre et je rebondir sur la crise sanitaire. On a des beaux principes dans le sport, à vouloir mettre des éco-cups lors de nos buvettes, des choses comme ça, c'est très beau. Et quand on voit aujourd'hui le nombre de masques qu'on retrouve dans la nature, il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience. C'est la société en soi, en fait, qu'il faut qu'elle se dise, il n'y a pas que le sport, il y a l'action au quotidien de se dire, je vis dans un environnement, je le respecte et je ne jette pas mon masque par terre. Et voilà. Donc, ça, c'était en revenant un peu terre à terre, un petit point. On est tous responsables et pas que dans le sport, dans notre vie au quotidien. Voilà. Merci, Sébastien Rioux. Johan, un dernier mot et ensuite on regarde une dernière vidéo. Johan. Juste pour rebondir sur l'acceptation de ces Jeux olympiques et paralympiques, on l'a vu encore récemment dans la presse, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on organise un événement comme ça. Et je crois que la meilleure réponse qu'on peut apporter, et elle était au cœur de la candidature de Paris 2024, les deux innovations, c'était Héritage 2024 et l'excellence environnementale. Donc, si on arrive à démontrer que ces événements-là, ils participent d'une prise de conscience, que c'est un vrai levier pour changer la place du sport dans la société, mais aussi de montrer que le sport, il fait sa part pour faire changer les comportements, et ben c'est la meilleure réponse qu'on puisse apporter pour faire accepter ces événements qui sont importants en termes d'investissement. Et donc, voilà, en termes d'acceptation, c'est un excellent levier pour faire changer les comportements. Donc, c'était pour apporter un petit peu cet éclairage-là. Oui, Paris 2024, on les réussira, ces Jeux, pas seulement à travers les 80 médailles et toute l'émotion que ça va apporter, mais aussi parce que ça aura contribué à changer les choses dans le quotidien des Français. Le sport peut changer les vies et peut aussi changer le cours des choses. Ça c'est un formidable levier, ça, c'est indéniable. À mon avis, c'est un des leviers forts pour agir. On va regarder d'ailleurs le club de foot anglais qui a mis en place des solutions intéressantes. Je pense que ça va vous interpeller. Montrer l'exemple et être précurseur, comme ce club de foot anglais en avance sur son temps. Forest Green Rovers est le club le plus écologique de la planète. Une distinction décernée par la FIFA, qui suscite la curiosité des médias du monde entier. Au bord de la faillite en 2011, le club a été racheté par Dale Vince.
look, you got a television camera. Where's the surprise? Ce patron d'une entreprise d'électricité verte applique ici ses principes. These are solar panels. We put them here so that people can see them. We have a much bigger set of solar panels on the roof of our stand, our south stand. And we make 20% of the electricity that we use here from solar panels. The rest we bring in from windmills. There's one on a hill up the back there and around the country. From a transport point of view, we put these charging points in a few years ago so that fans can come to a game in an electric car. Chips, burgers, nuggets, but all vegan. I've never before catered for other people, but here at a football club we provide food. So we have to provide food according to our principles. So you're vegan just here or in real life? Well, only here, because you have to be. En 4e division professionnelle, Forest Green Rovers intrigue. When you speak to people from other teams, they're interested, which is quite nice. So there's obviously the other away fans, they have a laugh and a joke about what we eat and what we do, but as a group, we have our core values and we like the way it works. Au Newland Stadium, traduction la nouvelle pelouse, même le terrain a une particularité, il est lui aussi vegan. We give the pitch a vegan diet. Everything is plant-derived. I use carbohydrates, sugars, bacteria. Everything I use, I mix with sustainably sourced seaweed. So the only organic vegan pitch in the world. L'eau utilisée pour arroser le terrain vient de récupérateurs de pluie. Et grâce à un système de drainage installé sous la pelouse, cette même eau sert à plusieurs arrosages. Des aménagements coûteux que le président du club assume par conviction. But the cost isn't important. The troubles of the world today are largely because money is the most important thing and nothing else matters. And that's what has got us to where we are with climate change and deforestation and all sorts of problems. We all have to change how we live, and sport is a great channel to communicate with people about that. Everything that we do here can be done by any football club, any rugby club, any golf club. And we can do it as individuals. Comme nous tous, le sport face à ses responsabilités. Il peut user de son influence pour bousculer les mentalités, s'engager sur un chemin plus vertueux, pour lutter pleinement contre ce changement climatique dont il subit déjà les effets. L'avenir de la planète est en jeu, celui du sport aussi. Alors, c'est le pas de côté, hein, c'est beaucoup d'innovation, des contraintes aussi. Je vous laisse réagir sur cette dernière partie. Hein. Quelles solutions nous pourrions partager entre les différents acteurs du sport pour accompagner aussi les dirigeants, les sportifs. Je crois que Sarah avait envie de réagir. Vous voyez sourire Sarah Rousseau pendant la diffusion de la vidéo. Oui, je souris parce que même si je me doutais bien que les premières vidéos allaient nécessairement un peu tous forcément un impact, hein, toutes les vidéos autour du réchauffement climatique, on le disait sur l'impuissance et sur l'impact que ça a sur nous. Merci de nous faire terminer par quelque chose aussi qui peut nous faire sourire, c'est très anglais aussi, il me semble. Et ça me fait penser à l'introduction qu'on a eue sur... J'avais noté J'avais noté l'expression sur le sport pour faire du bien à la société et effectivement, c'est ce sport-là qu'on a envie de voir. Qui souhaite réagir? Amandine, peut-être? Oui, je pense qu'on a dans cette vidéo toute cette forme un peu qu'on trouve aujourd'hui d'innovation, mais qui pourrait peut-être devenir une forme de norme aussi demain. Je veux dire, avoir proposé dans un stade une alimentation qui soit un petit peu plus végétarienne et en tout cas avec moins de viande ou plus du tout. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est surprenant. Pour autant, il y a quand même quelques expérimentations en cours. Il y en a eu forcément sur l'Euro 2016 aussi, parce qu'on accueillait dans certains stades des pays nordiques. Et donc, on a essayé d'adapter des choses. Mais en tout cas, il y a besoin de s'inspirer effectivement de ce qui se passe et de ces innovations et d'arriver à les partager, à les mutualiser, mais
là, on a un club professionnel, mais on sait aussi qu'il se passe énormément de choses sur les territoires et portés par des petites assos ou en tout cas des clubs un petit peu plus petits et peut-être là. Oui, qui travaillent avec le local, hein, Tout à fait. dans leur écosystème. Dans leur propre écosystème voilà. C'est une approche globale, bien sûr. Voilà, et il faut arriver à peut-être un peu mieux mutualiser ou mettre en valeur ces initiatives qui sont prises. On s'en discute assez souvent avec Maëlle, où on se disait il y a 3 ans, on avait peut-être moins la sensation d'être submergé d'initiatives qui montent, qui se mettent en place. Et là, aujourd'hui, il y en a énormément. Donc, c'est super. Ça veut dire qu'on est sur un mouvement qui est quand même très positif et collectif pour faire bouger les choses. Après, c'est juste comment on arrive à mieux mutualiser pour que les uns et les autres puissent plutôt s'entraider et qu'on ne refasse pas l'eau chaude ou qu'on ne répète pas les mêmes erreurs que celui d'à côté qui a essayé de mettre un truc en place et finalement on se rend compte 15 jours après. C'est un peu pour moi le challenge aussi, c'est comment on met en valeur ces actions et comment on les mutualise, avec peut-être un dernier mot sur les Jeux olympiques et paralympiques qui pour nous sont aussi un jalon fort compte tenu de l'ambition qui est portée sur l'excellence environnementale. Effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait de l'innovation et en termes d'héritage, que ce soit au service de tout l'écosystème, pas forcément que du gros événementiel, mais que ça redescende aussi jusqu'au territoire et qu'après 2024, on ait quelque part une autre forme d'événementiel sportif, voire culturel, mais qu'on ait un vrai changement et que ça accélère un petit peu toute cette transition écologique. L'enjeu, il est aussi là, et je terminerai juste sur ce qu'on disait au tout départ. Oui, à un moment, le sport peut aussi servir à mettre un peu d'écologie dans le quotidien des Français. Et ça, je pense qu'il faut qu'on le porte de plus en plus parce que c'est un message, je dirais juste sur la question du vélo. Pour moi, la question du vélo aujourd'hui, où on a plein de programmes pour apprendre aux gamins, aux jeunes à rouler en vélo et du coup ça amène d'autres formes et d'autres changements de comportement aussi au sein des familles et ça re-questionne la mobilité. Donc ça veut dire, et pour autant on est sur un support, apprendre à faire du vélo. Donc c'est juste un exemple, mais ça ramène aussi de l'écologie dans le quotidien des Français. Merci. Qui souhaite prendre la main? Maëlle Besson. Oui, juste pour dire que je partage sur l'exemplarité et le rôle du sport sur ces sujets-là. On ne fait pas changer les gens en leur démontrant qu'ils ont tort, mais en leur montrant qu'ils ont raison de changer. Et le sport, pour le coup, a une vraie puissance de juste influencer les normes sociales, les normes d'alimentation. Pourquoi, moi, quand je suis dans un stade, quand je me retrouve à la buvette, où j'ai envie de manger un peu sain, j'ai pas envie d'un truc lourd, et ben, au moment où je me retrouve à choisir, parce qu'il y a du monde derrière, parce que la mi-temps va finir et tout ça, je prends la merguez saucisse, quoi. C'est plein d'éléments comme ça qui font qu'on est un peu conditionné piégé dans nos habitudes, dans nos comportements, dans nos références de ce qu'on peut voir dans la publicité, dans les spectacles sportifs et tout ça. Et le sport, là-dessus, il a un pouvoir de nous construire un autre idéal de consommation, de mode de vie. Et ça, je trouve que c'est assez formidable et c'est pour ça que je suis assez passionné du sujet. Et dernier petit point que je voulais dire, on a vu le club anglais, mais il faut quand même dire que pour être avec Amandine, être beaucoup sur des un peu moins maintenant, mais sur des réunions internationales, que ce soit à l'ONU, que ce soit avec le CIO, la France et les acteurs du sport français sont quand même vécus comme des acteurs encore assez en avance et très actifs sur le sujet. Donc, on est tout le temps en train de regarder les pays nordiques sur leur engagement écologique. Là, pour le coup, je pense que le sport français au niveau international a quand même pris un peu en tout cas, est plutôt vécu comme positif et actif. Et la ministre Amandine le rappelait encore mercredi que oui, auprès de ses homologues de l'Union européenne, à chaque fois, elle présentait ce que le ministère fait et que c'était assez envié. Je crois que c'est ça qu'elle a utilisé comme mot. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand elle présente la dynamique française sur le sujet, et pas que sur les grands événements, ce qui est fait, l'outillage, ce que fait aussi le CNOSF, le mouvement sportif, effectivement, oui, elle a toujours des réponses de ses homologues européens en lui disant mais voilà, comment vous faites pour créer ces dynamiques et surtout comment vous arrivez à travailler de manière collective en émettant le mouvement sportif, l'État, mais aussi des ONG sur le sujet. Et je pense que la force, elle vient aussi de là, c'est qu'on arrive à
tous ensemble à co-construire et à travailler, à mutualiser et à travailler ensemble sur ces sujets. Merci à vous deux. Alors, je vais revenir vers Sarah Rousseau, puisque le programme dont vous êtes responsable chez Eloasso, il s'appelle Point d'appui au numérique associatif. Et il me semble que dans le digital, outre les collatéraux dont on a pu parler, vous savez, ma méprise des data centers pendant la préparation, mais il y a quand même plein d'outils. On parlait du Covid à l'instant, mais le digital permet quand même de mettre en lien, de former. C'est quand même un levier. À un moment donné, quand on parle de bonnes pratiques et de travail en collectif, il me semble, vous allez m'arrêter si ce n'est pas le cas, Sarah, il y a quand même là, puisqu'on cherche des solutions, on cherche des pistes de travail. Est-ce que sur le digital, il y a quand même pas mal de choses à dire, Sarah? Oui, complètement. Alors, aujourd'hui et demain, il y a pas mal de choses à dire. La première des choses, c'est que, et en fait, on retourne, et j'ai envie de dire, et c'est normal depuis 1h30, puisqu'on parle du mouvement sportif, on retourne pour moi sur la question du collectif, et c'est sous cet angle-là que le digital permet de l'aborder. Sinon, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bien sûr. Faire du sport et le mouvement sportif en France, c'est un mouvement qui est profondément collectif, et effectivement, les dynamiques numériques peuvent se mettre aujourd'hui au service de ces dynamiques-là, et c'est bien ce que le mouvement sportif et ce que les clubs ont compris. Et même si on sent qu'il y a encore des efforts d'accompagnement, enfin, il y a encore un accompagnement nécessaire, puisque l'appropriation du numérique, on a une société qui avance vite sur le sujet, surtout ces derniers mois. La transition numérique s'est accélérée et il ne faudrait pas penser, c'est naïf de penser que tout est fait. Et que parce qu'on a tous dû, et d'ailleurs tous et toutes dû, mais peut-être pas tous et toutes pu collaborer à distance pendant les mois de confinement, on sait qu'il y a une prise de conscience très forte qui a été faite, et que le numérique, quand il est bien accompagné, bien choisi, en se mettant au service du projet associatif, en tenant compte de certains paramètres éthiques et environnementaux, peut être un accélérateur de coopération et de collaboration pour les clubs, en leur permettant au quotidien de gérer plus facilement une vie associative et de se consacrer à ce qui, pour nous, ce qui motive des dirigeants associatifs, c'est pas de faire de la comptabilité, c'est bien d'être sur le terrain, c'est bien d'être avec les jeunes, c'est ce que vous disiez. Si on libère du temps, c'est pour aller faire de la pédagogie sur des grands sujets sociaux. Donc le numérique est vraiment et réellement un axe qui va permettre aux clubs de pouvoir s'économiser du temps et de l'énergie sur le quotidien et porter plus loin les messages en pouvant communiquer à l'extérieur, à la fois auprès de leur public et de l'ensemble de la société française. Moi, je reviendrai très fort sur la notion d'exemplarité qui est important de véhiculer, et les usages du numérique. Forcément, vous allez penser aux réseaux sociaux, et c'est un bon exemple, peuvent être des formidables outils pour démultiplier l'impact de l'exemplarité du sport. Donc, vous avez un projet, Sarah, que vous avez accompagné, ou une asso sportive, avec quelque chose qui pourrait parler aux gens qui nous suivent sur Bisport? Alors, un projet qu'on a accompagné, ou une asso sportive, en fait, on a accompagné pendant le confinement énormément, alors pas une asso en particulier, mais des ligues, des comités départementaux olympiques et sportifs qui sont venus vers nous en nous disant OK, là, on est à l'arrêt, on n'est plus sur le terrain. Comment on fait pour continuer à travailler avec nos clubs, avec nos réseaux et nos publics, et qui se sont mobilisés. On a fait des dizaines de formations et de webinaires en 3 mois, où on a pu mettre autour de la table virtuelle et numérique des bénévoles associatifs, des éducateurs, des membres de ligues et de réseaux, pour parler ensemble de comment on fait pour continuer à garder contact et à coopérer, alors même qu'effectivement sur le terrain ça s'est arrêté. Ce qui voulait bien dire aussi, et ce qui est très positif, que la vie d'un club, c'est pas uniquement sur le terrain, c'est bien le collectif ensemble. Merci beaucoup, Sarah. Qui veut prendre la parole? Oui, Johan Penel. Je vais prendre la suite effectivement de Sarah pour évoquer le cercle vertueux de ces démarches-là. Aujourd'hui, les Forest Green Rovers, ils sont connus dans le monde entier alors qu'ils sont en 4e division de leur championnat. Ça montre bien
que contrairement à ce qu'on peut entendre parfois dans la communauté du sport, on oppose les engagements sociétaux et la performance sportive, alors que finalement, ce club-là, petit à petit, avec l'image qui se forge, il va peut-être être le club le plus performant sportivement demain, parce qu'il va attirer des joueurs qui vont être séduits par cette fibre-là. Par les valeurs aussi. Exactement. Le véhicule, et, donc, les valeurs, et le sens que ça donne. Ouais. Tout à fait. Les valeurs, elles sont au cœur du projet sportif de ces clubs-là. Et de se lancer de manière volontariste sur ces enjeux-là, ça ne se fait pas au détriment de la partie sportive. Au contraire, elle va venir nourrir. Et c'est pareil quand sur des écoles de jeunes, on va parler d'éco-responsabilité. Ce n'est pas du temps perdu sur de l'apprentissage de la pratique, c'est du temps de gagner sur la fidélisation des enfants. Parce que, voilà, on participe de leur émancipation, de leur construction de futurs citoyens. Et ça, c'est des points qu'on marque, ce n'est pas des points qu'on perd. Donc, je voulais vraiment insister sur le fait que ce sont des dynamiques qui sont vertueuses et derrière, on enclenche quelque chose qui est positif. De toute façon, ça ne peut pas être négatif. Merci bien. Qui souhaite compléter sur cette partie avant qu'on entame qu'on prenne les questions, c'est aussi le but. Hein. Sébastien, il est là. Sébastien, voilà. Qu'on n'a plus entendu, puisqu'on nous ne l'avons pas à l'image. Nous avons l'audio, Sébastien Priou. Voilà. Donc, nous, au comité départemental olympique et sportif, on a beaucoup mis en valeur le label développement durable Sport s'engage. Donc, le Sport s'engage, oui. Qui est un label sur les manifestations. Et j'ai vu que là, dans le chat, il y a des questions sur la labellisation des activités du club au quotidien. C'est intéressant aussi, cette idée-là. C'est que c'est pas que dans les manifestations qu'il faut être éco-responsable, c'est au quotidien. Et là, je rebondis un peu sur... On n'est pas le club de foot anglais, on n'a pas toutes les mains, on n'est pas libre de tous nos actions quand on est dans une association sportive, parce qu'on est souvent tributaire de locaux mis à disposition par les communes. On a parlé tout à l'heure des gymnases qui étaient des passoires thermiques. Voilà. Oui, construit en 87, c'est sûr qu'en termes de normes, c'était pas ça. Et c'est vrai que c'est la majorité du parc actuel. Donc c'est là la responsabilité des collectivités locales qui sont souvent gestionnaires de ces locaux mis à disposition, qui doivent prendre conscience de cette problématique. Donc on est toujours dans du multipartenarial et il faut qu'on fasse un travail de lobbying auprès des collectivités pour une remise à niveau de toutes les installations sportives, des vestiaires, des locaux, choses comme ça qui sont dans un état sur certains sports dans un très mauvais état et qui ne participent pas à ces questions de développement durable. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir avant que je passe la main à Johan, puisque nous avions convenu avec Johan Penel, d'où mon hésitation en démarrage, de lui confier la conclusion. C'est OK pour vous? Johan, c'est à vous. Vous avez merci montre en main. Voilà, donc j'ai l'immense plaisir de conclure ce temps d'échange. Alors il y a plusieurs mots qui sont revenus tout au long de nos échanges aujourd'hui. S'il y en a qu'il faut retenir, c'est la question du sens, c'est la question de la société dans laquelle on veut vivre demain, et donc de la place que le sport va prendre dans la construction de cette société. Et ça passe par un autre concept qui a été évoqué, ce sont les synergies. Là, autour de la table, il y a des ONG, il y a des représentants des pouvoirs publics, il y a le monde sportif à différents échelons territoriaux. Il y a un terme que Roland a utilisé dans son introduction, c'est l'ingéniosité des territoires. La communauté sportive, c'est une communauté riche de 30 millions de pratiquants aujourd'hui, peut-être 33 millions en 2022, c'est le souhait de nos gouvernants. Mais c'est autant de richesses en termes d'idées qui peuvent être apportées à cette démarche-là, parce que chacun a sa fibre, chacun vient à la pratique sportive pour des raisons qui lui sont propres. Et pour autant, on peut aussi faire venir de nouveaux acteurs grâce à ces valeurs-là. Au cœur des projets associatifs, on l'a dit,
il y a les valeurs éducatives, il y a ce qu'on veut transmettre à travers les pratiques, que ce soit en termes de bienfaits ou d'apprentissage. Et si on met ça au cœur de nos actions, évidemment, on va marquer des points. Ça a été évoqué, le sport ne passe pas en priorité quand il y a des décisions difficiles à prendre. Et si on veut que le sport demain soit un pilier durable, légitime et pris au sérieux par les décideurs publics et privés, il faut qu'il s'impose dans le débat comme un vrai contributeur à la construction d'une société saine et durable. Et on le voit en se mettant autour de la table, entre fédérations qui sont concurrentes le reste du temps, eh ben, on construit ce sport vertueux. Quand au sein d'un club, on va mettre tout le monde autour de la table, autour d'un projet associatif, en se disant, mais finalement, quel est le rôle du club sur notre territoire? Et ça, cette ingéniosité des territoires. Et bien là, on va voir émerger aussi des dynamiques qui n'auraient peut-être pas émergé si on était resté focalisé sur des aspects plus traditionnels, entre guillemets, du sport. Paris 2024, on le voit, il y a derrière vous, il y a des jolis logos, il y a Terre de Jeux. Paris 2024, effectivement, c'est un levier extraordinaire, à la fois pour mettre les citoyens à la pratique sportive, parce que ça participe des enjeux de santé et de bien-être, mais aussi pour véhiculer ces valeurs qui font aussi le sport et faire que demain, tous ceux qui pratiqueront se diront « tiens, qu'est-ce que je vais avoir comme impact ?» Parce que le sport, certes, c'est la pratique, mais ce sont aussi les valeurs qu'on transmet. Et puis, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le sujet des matériels. Je prends l'exemple du badminton. Notre consommable principal, ce sont des volants. Ils sont faits avec qui viennent de l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, on peine à faire émerger une vraie filière pour le devenir de ces volants. Et là aussi, c'est un enjeu majeur qui participera de la responsabilité sociétale de la communauté du badminton. Et comme ça a été rappelé par Maëlle, la France a une carte à jouer sur la scène internationale parce qu'on est force de proposition, on veut se saisir de ces enjeux-là. Et si demain on arrive à inspirer à la fois à l'intérieur du territoire tous ces pratiquants qui ne se posent pas toujours ces questions-là, mais aussi sur la scène internationale en disant si la France l'a fait, peut-être que tout le monde peut le faire aussi, et là aussi on aura gagné ces jeux. Ce seront les jeux de l'excellence environnementale, mais les jeux de l'inclusion aussi, puisqu'on parle des Jeux olympiques et paralympiques. Voilà. Et tout ça, ça rentre dans cette même philosophie, dans cette société idéale dans laquelle on veut vivre et que le sport doit participer à construire. Il y a toutes ces dimensions-là. Il y a les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux et les enjeux économiques. Et toute cette réflexion-là, on voit que le sport avance, mais on n'est qu'au début du cheminement. Derrière Amandine, vous pouvez voir cette frise. C'est un long cheminement de la prise en compte de ces enjeux-là dans la gouvernance du sport, dans la prise de décision. Et encore une fois, si, pour terminer, il y a un aspect qu'il faut mettre en avant, c'est cette écologie heureuse, ces moments de partage qu'on peut avoir là ce soir quand on partage nos points de vue et nos bonnes pratiques, mais aussi ce qu'on a co-construit au sein de la mission sport et développement durable du ministère, ce qu'on a construit depuis des années au sein de la commission développement durable et citoyenneté à la Fédération. On ne l'a pas évoqué, mais là aussi, c'est tout un cheminement. En 2011, la première stratégie... Il va falloir faire court, Johan. Là, vous abusez. Vous avez dit 3 minutes. On a utilisé le levier de la compétition pour faire changer les comportements. Et aujourd'hui, on part sur une nouvelle stratégie qui s'appelle Badminton Responsable, qui est le legs que cette commission fait aux futures générations en se disant quel est le sens de notre pratique, quel est l'impact de notre pratique. Donc, je voudrais remercier Julia pour l'animation de ce forum et puis les petites mains qu'il y a derrière, tous ceux qui ont pensé, conçu ce forum. Laurent, merci à toi. Dimitri, qu'on n'a pas vu, mais qui est caché. Il est là. Voilà. Fidèle, depuis le début. De la fédération. Voilà.
Merci pour cette conclusion, Johan. Je vous remercie d'ailleurs, Amandine, Sarah, Maëlle, Sébastien et Laurent va peut-être nous passer un peu les questions. Je vais t'inviter à rentrer dans le jeu, comme dirait l'autre. Alors, beaucoup de questions, j'ai l'impression que ça a beaucoup défilé. Moi, je n'avais rien pour vérifier, mais Dimitri, tu as trouvé ça, ça a bien bougé. On prend la première question, je crois qu'elle est de David Angela, qui est vice-président de la Fédération française de badminton. Je te laisse poser la question. Alors, ce que je vous propose, les intervenantes, c'est de répondre court, comme ça on en prend plein. Et tout de suite, vous réagissez en disant « Ouais, moi, je souhaite répondre, j'ai un élément de réponse par rapport à ce qui est amené là. » Merci pour la règle du jeu, puisqu'on doit rendre l'antenne donc, à la plateforme Bisport à 20h. Alors, la première question, c'est une question de David Ingea, président de la Fédération française de bad, en charge plutôt du haut niveau. Il rebondissait sur l'histoire des températures maximum. Il dit pour la température maximum de pratique en badminton, quand on voit ce qu'ils font en Asie, ne mettons pas de restrictions qui limitent la pratique, chacun est différent. Il vaut mieux travailler les bâtiments pour éviter les passoires et éviter l'installation de climatiseurs et chauffage. Oui, c'est ce que vous appelez la maladaptation, c'est-à-dire là il fait chaud, on climatise. Il n'y a pas assez de neige, on bombarde. Donc sur cette question de David Angela qui souhaite prendre la main. Maëlle peut-être. Sur l'aspect santé des températures, on voit que pendant les canicules, tout simplement, il y a des arrêtés préfectoraux. Il y a aussi des… Alors, ça concerne moins le badminton, mais il y a des arrêtés préfectoraux aussi pour l'eau et ça impacte tous les stades engazonnés. Donc, il y a question de la santé et on est quand même dans une société où on a plutôt tendance à prendre des précautions sur la santé. Donc à partir du moment où on n'est plus de… à partir du moment où on a la santé des pratiquants qui peut être impactée par une température à plus de 32 degrés et une pratique sportive, il est fort à parier qu'on n'arrive pas à laisser, tout le monde faire comme il veut dans les clubs sportifs. Je partage avec vous sur le fait qu'on est différent, mais quand on est responsable d'un club, d'un événement, c'est compliqué de prendre la responsabilité de laisser quelqu'un se mettre en danger. Merci. Alors, Olivier Cholet, je crois que c'est une autre question. Je te laisse, Une autre question sur le rôle que peuvent jouer les grands événements tels que le Tour de France, les Jeux Olympiques et Paralympiques, les championnats du monde, les différentes disciplines, sur un changement de pratique. Il pense qu'il est essentiel que ces grands événements doivent donner l'exemple. Comment est-ce que ça peut être appréhendé par les différentes fédérations ? Et j'en profite pour rajouter une deuxième question qui rejoint un petit peu, c'est celle de Jean-Emmanuel Guignard-Firato, qui est dans les Hautes-Alpes, et qui dit que sa mairie le félicite sur les actions qui sont écolabellisées de son club et qu'il donne l'exemple pour les autres associations du canton. Donc, en fait, ces deux questions se rejoignent sur l'exemplarité. Qui souhaite prendre la main sur cette question ? Johan, Sébastien. Oui, sur la labellisation, c'est vrai que nous, on cherche à faire une émulation autour de ça, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre en avant toutes ces manifestations qui sont labellisées et qu'on essaye de faire un réseau de manifestations labellisées pour que chacun y trouve son avantage et qu'il y ait de plus en plus de manifestations labellisées. Développement durable, le sport s'engage. Donc, c'est vraiment cette question-là d'exemplarité et d'essaimer des petites choses à plus grande échelle après. À la fois sur la charte, c'est vrai que ça peut sembler un monde. Et je sais qu'au sein du comité départemental, vous accompagnez. Et c'est vrai qu'il suffit de quelques points finalement pour rentrer dans la charte. Donc peut-être aussi la communication sur les exigences de la charte, je pense qu'elle doit être faite. Parce que finalement, c'est pas sorcier, si je peux m'exprimer ainsi.
Qu'en pensez-vous, Sébastien? Oui, c'est ça. C'est la première fois qu'on dépose un dossier, c'est pas sorcier. Après, on demande toujours de l'évaluation et d'aller toujours de plus en plus. Normal, on en a parlé de l'évaluation. Ouais. De nouveaux objectifs, mais c'est vrai que le comité départemental au niveau local aide les associations sportives à monter des dossiers de labellisation. Et on est vraiment dans cette promotion du développement durable. Bien, alors, pour rebondir sur la question sur les le rôle des grands oui, des grandes manifestations, style Tour de France et tout ça, je pense qu'on est tous conscients qu'ils ont une influence sur notre comportement d'achat, de consommation de tel et tel produit. Ça, c'est indéniable. D'où la caravane du Tour de France. Mais, oui, mais enfin. Je fais une caravane verte. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui croient réellement que je ne sais plus si c'était Nadal ou mon fils ou Tsonga, je ne sais plus, gagne parce qu'il mange des Kinder Bueno. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui pensent qu'ils mangent réellement des Kinder Bueno régulièrement. N'empêche que ça booste les ventes. Et le spectacle sportif influence nos comportements de manière générale. Donc, il y a une vraie responsabilité et un vrai rôle à jouer là-dessus. Ça renvoie tout le débat qu'on a autour de la publicité. Est-ce qu'on peut continuer à avoir des publicités qui vantent des produits qui sont néfastes pour l'environnement? Ça renvoie à cette question-là. Et les grands événements sportifs ont un rôle à jouer là-dessus, de quelles normes sociales, de comportement, de ce qui est acceptable ou pas, elles insufflent dans nos habitudes, dans nos comportements de manière générale. Peut-être juste un mot pour compléter aussi. À un moment, l'exemplarité de ces grands événements sportifs, c'est aussi l'acceptabilité de tous nos concitoyens sur le fait qu'on continue à organiser ces grands événements sportifs. Et je pense que c'est Yoann qui l'a dit à un moment donné, où la question de l'exemplarité, de l'héritage, une fois que l'événement est passé, qu'est-ce qu'il en reste sur les territoires? Qu'est-ce que ça, souvent, ça crée des filières, ça crée, sur l'exemple de la Coupe du Monde de rugby, dans le projet qui est en place de France 2023, il y a quand même toute une réflexion autour des clubs qui sont autour des villes qui accueillent les manifestations et tout un process pour faire vraiment émerger une dynamique locale des clubs de rugby ou en tout cas même du tissu local autour de ces grands événements pour structurer en suivant une dynamique qui doit se poursuivre. Et je pense que c'est là aussi où on se retrouve l'exemplarité de ces grands événements, parce qu'il en va aussi de l'acceptabilité des citoyens et des financeurs à un moment donné. Alors, une question de Nathalie Huet. C'est plutôt une remarque, mais juste avant de poser cette question, je voulais rebondir simplement sur ce qui vient juste d'être dit par Amandine et Maëlle. Je me rappelle d'une conférence à Paris en 2015, je crois, où il y avait Neil Beecroft de l'UEFA qui parlait de l'Euro 2016 à venir et qui disait quel risque et quel coût de voir un match arrêté parce que des militants environnementaux envahissent la pelouse. Et c'était ça qui parlait sur l'aspect exemplarité qui était vraiment excellent, je trouve. La remarque de Nathalie Huet, c'est concevoir éco-responsable et que cela devienne un état d'esprit au lieu de faire un événement et vouloir le rendre éco. Oui, c'est éco-concevoir à l'origine. C'est une question intéressante, ça. Est-ce que quelqu'un a envie de... Non, mais je pense que c'est vrai. Je pense que plus la démarche est intégrée en amont du projet et plus elle est prégnante dans tous les systèmes qui composent l'organisation. Peut-être que le challenge, il est sur des organisations qui existent depuis des années et des années et des années, où il y a déjà des process qui sont là et où ça demande un travail de faire changer finalement des comportements sur des organisations, des partenaires et des territoires. Il y a des choses qui sont... alors que c'est une manifestation qui se crée et qui peut mettre au cœur de son ADN et de sa démarche l'éco-responsabilité, oui, c'est clair que après, c'est prégnant et ça peut dérouler sur toutes les strates. Alors, on prend une dernière question avant de rendre...
Alors, on a des félicitations sur le chat. Ça, on prend. On veut bien. On accueille. On a les remerciements de Patricia Corti, la vice-présidente de la Fédération française de BAD aussi, en charge des territoires durables, et qui nous dit qu'elle a suivi le colloque en intermittence et que la fédération et tous ces territoires mettent en œuvre, au travers de leurs pratiques et la vision du badminton responsable, la volonté de participer à cette société citoyenne. Donc, je pense que Johan est parfaitement dans cette dynamique aussi, ainsi que toutes les personnes qui composent la commission développement durable, dont je fais partie, mais dont aussi il y a Mathieu, je vois, qui est connecté, Nathalie aussi, bien entendu. Voilà. Il y a une dernière remarque de Mathieu qui dit qu'on peut aussi s'appuyer sur les labels régionaux où l'accompagnement à une échelle plus locale est tout aussi intéressant. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été nombreux sur ce troisième forum, Sport et développement durable. Merci à nos invités, à Laurent et Dimitri. Et on vous souhaite une bonne soirée. À très vite. Je vais couper le live. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Merci, au revoir.